Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Coronagate, ce scandale sanitaire provoqué par une pandémie de mensonges médiatiques. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour un numéro très spécial, un numéro où je vous annonce que nous, les lanceurs d'alerte, nous avons passé 2 mois à vous donner la meilleure information possible, dans la mesure du possible, puisque évidemment il y avait une grande confusion dans les informations que nous recevions, mais nous avons essayé de faire le plus honnêtement possible notre travail de réinformation pour vous donner un peu plus d'éclairage sur la manière dont on comptait les cas positifs, la manière dont on comptait le nombre de morts, et vous entendez de plus en plus maintenant dans les pays qui sont en train de revenir en arrière en disant oui mais on a mal compté, etc. En fait finalement il y avait moins de morts que ce qu'on vous a annoncé, on est vraiment désolé de vous avoir fait peur et de vous avoir confiné. Nous avons été aussi plusieurs lanceurs d'alerte à remettre en question la pertinence du confinement, à remettre en question aussi la pertinence de l'arrêt, de la mise à mort de toute une partie de l'économie des classes moyennes. Nous avons été très nombreux à dénoncer les conflits d'intérêts, nous avons été très nombreux aussi à dénoncer le fait que les remèdes qui fonctionnaient de façon prouvée étaient systématiquement démolis par une haine et une rage médiatique pour favoriser des remèdes qui pour l'instant n'ont fait aucune preuve, qui sont très coûteux, mais quand on comprend évidemment les conflits d'intérêts qui gangrènent les médias qui appartiennent aux super riches, qui eux-mêmes ont des intérêts dans les compagnies pharmaceutiques, eh bien on a tout compris pourquoi les médias dominants sont des médias mensongers qui vont toujours évidemment promouvoir l'intérêt des compagnies pharmaceutiques plutôt que le bien-être des patients et des malades. Bien, donc nous avons fini notre travail d'information. Je pense que la messe est dite. Je pense que vous avez à peu près reçu toutes les informations dont vous aviez besoin pour vous faire une opinion sur ce qui se passe réellement sur cette planète Terre. Maintenant, nous passons à la deuxième phase de notre combat. Et cette deuxième phase, c'est nous attaquons. Et la première attaque dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, et par rapport à laquelle vous, les Français, vous allez participer. Alors pour l'instant, je ne m'adresse qu'aux Français, mais je demande quand même aux autres de m'écouter, parce qu'il y aura un autre numéro du Coronagate qui s'adressera aux autres pays. Mais je vous parle ici d'une initiative, d'une action juridique qui est en train de se mettre en place et que je soutiens personnellement, inconditionnellement. Cette initiative a été prise par Maître Séverine Mana. Maître Séverine Mana est avocate au barreau, elle a une longue expérience déjà du barreau et elle a décidé de s'associer avec 3 autres avocats pour défendre le droit fondamental et inviolable du médecin à prescrire le remède qui lui paraît le plus adapté en relation avec la santé de son patient. Et c'est une action aussi qui vise à défendre le droit inconditionnel de chaque patient à avoir cette liberté de choix thérapeutique dans une situation de pandémie, mais aussi dans une situation de n'importe quelle maladie. Donc en fait, c'est ça l'enjeu. Et c'est un enjeu qui est d'autant plus criant qu'aujourd'hui, les médecins français qui ont prescrit des remèdes alternatifs, que ce soit l'hydroxychloroquine combinée avec l'azithromycine, que ce soit les injections de vitamine C, que ce soit d'autres thérapies encore que je ne vous cite pas, Silvano Trotta en a parlé en long et en large, eh bien ces médecins qui sont parvenus à guérir en quelques jours des patients qui étaient très atteints de la maladie provoquée par le coronavirus, ces médecins ont guéri leurs patients en quelques jours. Eh bien, ces médecins, aujourd'hui, se voient recevoir systématiquement des lettres de la part de leur ordre des médecins, les menaçant de sanctions graves qui pourraient aller jusqu'à la suspension, s'ils continuent à guérir leurs patients de cette façon-là, parce que ces remèdes qui marchent et qui ont été au départ, en tout cas je pense à l'hydroxychloroquine, mais il y a d'autres remèdes qui ont été proposés par d'autres médecins français, eh bien ces gens-là qui guérissent sont menacés d'être radiés ou d'être suspendus temporairement ou définitivement par l'ordre des médecins. À côté de ça, les médecins qui, en toute bonne foi, ont respecté le protocole qui leur a été proposé en hôpital
et dont on sait aujourd'hui que ce protocole a été responsable de 30 à 40% de la mortalité des personnes qui étaient hospitalisées en France, eh bien ceux-là vont être félicités, vont être décorés, probablement par le président de la République qui les traitera en héros nationaux, alors qu'ils ont tué 40% de leurs patients en respectant le protocole qui était imposé par l'Ordre des médecins et par le ministère. Quand on voit ce genre de choses, et quand on voit les chiffres qui ont été révélés par Silvano Trota dans une autre de ses vidéos, où il démontre très clairement que sur 1000 hospitalisations faites par le professeur Raoult, 4 morts par 1000 personnes sont à déplorer. Dans le reste de la France, la moyenne, c'est que sur 1000 personnes hospitalisées, on compte 109 morts par 1000 personnes hospitalisées. Je ne sais pas si vous voyez la petite différence qui existe entre l'efficacité des protocoles. Ça veut dire qu'en réalité, il y a 105 morts qui pourraient être attribuées par les interdictions et par les injonctions mises en place par le ministère de la Santé, par l'Ordre des médecins, téléguidés par l'Organisation mondiale de la santé. Si vous ne voulez pas subir ce sort en tant que médecin ou en tant que futur patient, parce qu'on nous annonce déjà une deuxième vague, puis une troisième vague, certaines personnes nous annoncent déjà 7 prochaines vagues du coronavirus. Je ne sais pas quels instruments scientifiques ils utilisent, probablement une boule de cristal, parce que je ne sais pas comment on peut prédire qu'il y aura une seconde vague alors qu'on connaît très très bien les courbes épidémiologiques des pandémies, où il y a un sommet et puis hop, ça redisparaît, et puis on est capable de calculer ça. On connaît ça depuis des centaines d'années, je dirais. Mais on nous prédit qu'il va y avoir une seconde vague, une troisième vague, etc. Et là, on va nous imposer des protocoles, on va nous imposer probablement des vaccinations une fois que la vaccination sera disponible, et nous n'aurons pas le choix. Vous n'aurez pas le choix, vous les Français, à refuser ce type de thérapeutique et de choisir d'autres types thérapeutiques auxquels vous avez plus confiance. Et vous les médecins, vous ne serez pas non plus autorisés à utiliser la thérapeutique qui vous paraît la plus adaptée par rapport à l'état physiologique et pathologique de votre patient. Donc, je vous invite à faire plusieurs choses. 1. Écoutez jusqu'au bout l'interview extrêmement claire et extrêmement intéressante de Maître Séverine Mana, qui a été faite il y a 2 jours par Silvano Trota. Et ce que je vous demande de faire, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve sous cette vidéo pour vous préinscrire, pour vous porter partie civile, si vous voulez, ou en tout cas pour dire que vous seriez volontaire pour faire partie des plaignants qui seront représentés par ce groupe de 4 avocats. Donc, pour l'instant, vous ne vous engagez à rien. La seule chose que je vous demande, c'est de vous inscrire en masse. Je vous demande de vous inscrire en nombre très important. L'objectif que nous poursuivons, puisque j'ai passé 1 heure avec Maître Mana tout à l'heure, j'ai parlé avec elle et j'ai pu entendre que la motivation de ce groupe d'avocats est une véritable motivation altruiste, c'est une véritable motivation de défendre vos droits fondamentaux pour les mois et les années qui viennent. Et ne me dites pas que non mais la pandémie se termine, là on va sortir du confinement, ce n'est plus nécessaire de se battre. Non, c'est maintenant qu'il faut se battre justement pour que ce genre de choses n'arrive plus et pour que l'État n'ait plus la possibilité de tuer 105 personnes chaque fois que 1000 personnes seront hospitalisées. Parce que c'est de cela dont l'État est coupable aujourd'hui. L'État a du sang et énormément de sang sur les mains aujourd'hui. Et si vous voulez éviter cela, si vous, en tant que médecin, vous ne voulez pas vous retrouver dans ce genre de conflit où vous serez partagé entre le besoin de vous protéger des foudres de l'ordre des médecins et le besoin de soigner et de guérir vos patients, si vous ne voulez pas vous retrouver dans ce genre de dilemme et de choix cornélien, eh bien, c'est maintenant que vous devez signer. C'est maintenant que vous devez donner votre nom pour vous préinscrire. Donc l'objectif que nous poursuivons, c'est minimum 1000 médecins qui se porteraient dans cette action collective
et qui seraient volontaires pour demander à être représentés pour défendre leur liberté de prescription. L'objectif que nous poursuivons au niveau des patients, au niveau je dirais de tous les non-médecins, c'est de recueillir entre 10 et 100 000 inscriptions pour que, ensemble, vous souteniez cette tâche monumentale à laquelle se préparent ces 4 avocats extrêmement courageux. Parce qu'en fait, ce qu'ils vont faire, c'est attaquer le ministère de la Santé, l'Ordre des médecins et probablement derrière eux, l'Organisation mondiale de la santé. Quand vous connaissez le budget que les compagnies pharmaceutiques et que l'Ordre des médecins ou que l'OMS est capable de mettre en place dans une action juridique, eh bien, je salue très humblement le courage de ces 4 avocats. Donc, ce que je vous demande, c'est 1. Écoutez la vidéo. 2. Vous vous inscrivez, surtout si vous êtes médecin, mais même si vous n'êtes pas médecin, vous avez entendu, l'objectif c'est 1000 médecins et l'objectif c'est entre 10 et 100 000 personnes françaises, donc de nationalité française, qui vivent en France. Donc, bon, les Belges, les Suisses, je vous parlerai dans une autre vidéo, d'accord? Les Québécois aussi. Bien. Mais je voulais quand même que vous entendiez les choses jusqu'au bout pour être inspiré, parce que je vais bientôt faire appel à des avocats, à des médecins dans d'autres pays et nous allons organiser les choses dans d'autres pays. D'accord? Bien. Donc, première chose, vous écoutez l'interview. Deuxième chose, si vous êtes médecin, vous vous inscrivez. Si vous êtes patient, vous vous inscrivez. Si vous connaissez parmi vous des médecins, si vous avez dans votre entourage des médecins, je vous demande de partager cette vidéo et de leur demander expressément de s'inscrire également sur la liste de pré-inscription pour que le cabinet d'avocats, enfin ce gros groupement d'avocats, puisse savoir sur combien de personnes ils peuvent compter et combien de personnes ils vont devoir représenter. Et donc je vous demande à tous de partager cette vidéo, mais pas en cliquant sur le bouton partager, parce que ça c'est très dangereux, puisque je viens d'apprendre il y a 1 heure que YouTube venait de supprimer une nouvelle vidéo. C'était la vidéo où j'avais publié cette vidéo du lanceur d'alerte italien, Massimo Mazzucco, qui démontrait à quel point les médias, ce sont les médias dominants qui sont responsables des fake news, finalement, beaucoup plus que les lanceurs d'alerte. Eh bien, ma vidéo, après 4 jours et 140 000 vues, a été supprimée d'autorité par YouTube. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? C'est cliquer sur le lien pour télécharger sur un dossier Dropbox le fichier vidéo de cette vidéo que vous êtes en train d'entendre et de le republier sur votre chaîne YouTube, sur votre post. Et je vous conseille de mettre un titre différent. Ne mettez pas exactement le même titre que moi. Vous pouvez mettre mon nom, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, mais ne mettez pas le même titre. Ça rendra la tâche beaucoup plus difficile de la censure à repérer toutes les vidéos qui ont été republiées. Et donc, évidemment, si vous republiez sur vos pages, n'oubliez pas de copier, évidemment, les liens pour pouvoir accéder, évidemment, au site de ce quatuor d'avocats et aux liens de téléchargement sur le dossier Dropbox. D'accord? Je compte sur vous vraiment parce qu'il y va de votre liberté de soigner ou d'être soigné, comme vous l'entendez, pour le meilleur de votre santé. À très bientôt. Bonsoir les amis, nous sommes le mardi 28 avril 2020 et aujourd'hui une émission très spéciale puisque au bout d'un moment dénoncer c'est bien, critiquer c'est bien, passer à l'action c'est mieux. Et donc j'ai le plaisir de vous présenter Séverine Mana qui est avocat au barreau de Paris et qui va se présenter. Bonjour Séverine. Bonjour Silvano, merci de m'accueillir dans votre émission. Alors, pourquoi je suis là aujourd'hui? Eh bien, je pense que comme beaucoup de Français, au début du confinement, je me suis retrouvée coincée chez moi à entendre des personnes qui me disaient « il faut rester chez vous si vous voulez sauver
les gens. Et étant une hyperactive, j'avais un peu de mal à concevoir en fait que pour trouver une solution à un problème, il fallait ne rien faire et rester chez soi. Bon, je suis quand même restée chez moi parce que on n'avait pas le droit de sortir, mais je suis sortie par la pensée et j'ai utilisé ce que j'avais à disposition, c'est-à-dire les ressources Internet. Et j'ai commencé déjà à m'informer. Et là, effectivement, j'ai vu qu'il y avait quand même une grande différence en fait entre ce qu'on pouvait nous servir en tout cuit et ce qu'on pouvait en fait aller chercher à la source. Et à partir de là, j'ai voulu aller plus loin et parce que je sentais un peu comme un cheval qui piaffe avant le départ d'une course. Je disais, j'ai envie de faire quelque chose. Et c'est là où j'ai voulu me dire, moi, en tant qu'avocat, qu'est-ce que je peux faire? Parce que je crois qu'aujourd'hui, avec le confinement, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là, qui ont envie de faire quelque chose et qui ne savent pas quoi. Alors du coup, avec ce que j'ai en tête, parce qu'on s'est réunis, on s'est retrouvés avec d'autres confrères pour justement se dire, tiens, comment est-ce qu'on pourrait aider? Comment est-ce qu'on pourrait faire avancer les choses? Parce qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond en France aujourd'hui. Notamment, nous, alors on s'est un petit peu attaché à tout ce qui est traitement du Covid. Et on s'est dit, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et on a commencé à fouiller. On s'est retrouvé avec d'autres partenaires, d'autres confrères qui, pour certains, avaient déjà l'habitude du milieu du médicament. Je pense notamment à Christophe Legvakes qui travaille sur l'affaire du lévothyrox. Et puis également mon autre confrère Arnaud Durand qui lui travaille sur les questions relatives au compteur Linky. Et là on s'est tous retrouvés, on ne se connaissait pas auparavant, on s'est tous retrouvés et on s'est retrouvés unis par cette volonté de permettre en fait aux médecins de retrouver leur liberté de prescrire et aux patients de retrouver le droit d'être soignés. Donc le droit de prescrire et le droit d'être soigné. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, bon, il va falloir aussi unifier en fait les Français qui partagent notre opinion parce que on est tout à fait conscient que aujourd'hui la France est divisée. Il y a la France, pour schématiser, de Raoult et puis il y a la France, les autres anti-Raoult. Et on n'est pas là pour convaincre ceux qui ne sont pas convaincus, mais on est plutôt là pour dire ceux qui sont convaincus comme nous, unissons-nous, faisons quelque chose pour faire éclore en fait la vérité et surtout pour essayer de concrètement en fait permettre aux médecins de nous soigner. Voilà comment est née en fait cette action. Et vous, Séverine, avant vous étiez avocat, quelles étaient vos préoccupations avant? Alors moi j'ai une vingtaine d'années de carrière jusqu'à présent et j'ai passé les 10 premières années en fait dans des grands cabinets anglo-saxons à défendre les grands méchants. Et puis lorsque j'ai monté mon cabinet, ça s'est un peu inversé et je suis partie en fait dans des combats qui correspondaient plus à mon éthique, à des combats personnels. Et c'est vrai que là je défends plutôt la veuve et l'orphelin et l'opprimé, toujours dans le droit des affaires, mais justement maintenant je me bats contre les grands méchants. Alors comment vous m'avez appelé la première fois, c'est une des premières phrases que vous avez dit, c'est « je ne suis pas complotiste ». Et effectivement, parmi tous les médecins, parmi tous les avocats qui m'appellent, la première phrase qu'ils disent « je ne suis pas complotiste ». D'ailleurs, encore aujourd'hui, j'ai vu une réaction d'un journaliste mainstream, Éric Brunet, qui a l'habitude de passer sur BFM RMC, et dans ce qu'il dit, dans sa critique, à la fin, il dit « je ne suis pas complotiste ». C'est devenu quelque chose d'incroyable en France. On a l'impression que dès qu'on s'écarte un petit peu de la pensée unique qui est en cours, on devient automatiquement complotiste et on est obligé de se défendre d'être complotiste. Comment vous expliquez ce phénomène ? Oui, alors ça effectivement, c'est vrai que c'est la première chose que je vous ai dite quand on s'est parlé, parce que on est dans un monde où je pense que la pensée uniforme en fait prévaut. Et lorsqu'on touche à des sujets en fait aussi sensibles que la santé, ça déclenche en fait des réactions épidermiques. Et pas plus tard que cet après-midi, je parlais moi aussi à une amie de longue date
Et quand j'ai commencé à parler de ce sujet-là, elle a effectivement sorti la théorie du complot. La théorie du complot, c'est quelque chose qui existe depuis tellement d'années. Dès qu'en fait quelque chose est un peu hors champ, en fait hors classique, dès que ça devient un peu hors classique ou un peu original, théorie du complot. Et pourtant là, en fait, on est tous, parce que c'est vrai que quand on voit pour la première fois l'explication globale de la problématique des traitements, quand on la prend en fait de face, on se dit non mais c'est pas possible. Donc il y a un peu un rejet. On se dit c'est la théorie du complot parce que finalement on n'est pas prêt soi-même à accepter que la vérité puisse être différente de celle à laquelle on est habitué. Alors du coup on met ça sur la théorie du complot. Et c'est vrai qu'au début quand j'ai commencé à travailler sur le dossier avec des confrères, on découvrait en fait au fur et à mesure des informations qui étaient tellement énormes qu'à certains moments, on se disait, mais non, mais je deviens paranoïaque là, ou complotiste. Et pourtant, on était sur des faits. Et nous, en droit, on dit souvent, les faits sont là, les faits sont têtus. Et on se disait, mais quand même, ça peut pas être aussi énorme que ça. On peut pas nous empêcher de nous soigner. Et puis, on voyait les faits, le faisceau, même si on n'est plus un système de faits, maintenant on est un faisceau d'indices qui nous indiquent qu'il y a effectivement une volonté d'empêcher la prescription libre par les médecins et d'empêcher les malades d'obtenir un traitement. Et donc, nous, ce qu'on voulait faire, c'est faire la lumière. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'en France, parce que là, effectivement, ça se circonscrit en fait à la France, pourquoi est-ce qu'en France, on n'a pas le droit ? Alors que finalement, au bout d'un moment, dans les autres pays, on lève les barrières, on commence à traiter et on voit que ça s'améliore. Donc aujourd'hui, quand j'entends les gens qui parlent de la liberté, qui parlent du complot, je me dis mais comment ? C'est triste parce que c'est de la désinformation et je pense que l'ignorance en fait est une des pires tares de ce monde parce que les gens aujourd'hui se disent, on leur a dit au départ, on les a inondés en fait d'informations, on leur a clairement foutu la trouille, hein. Voilà, on leur a foutu la trouille et au bout d'un moment on leur a dit bon maintenant il faut plus regarder la télé. Donc, ils sont restés en fait sur leur idée avec je vous dis cet après-midi en fait j'ai une amie qui me dit on parlait justement de tous ces traitements qui existent et puis bon finalement la figure de proue de ces traitements c'est le professeur Raoult et je dis oui le professeur Raoult. Elle me dit mais regarde en plus ces complotistes avec ce professeur chevelu là qui est fou. Je dis, mais est-ce que tu sais au moins de qui tu parles, en fait, quand tu dis le professeur fou avec les cheveux longs ? Parce que ce type-là, en fait, est un éminent professeur, le premier en infectiologie dans le monde entier. À croire que tout le monde l'a oublié, sous prétexte, en fait, qu'il aurait une approche, en fait, qui serait différente. J'ai l'impression que les gens ont oublié que le professeur Raoult faisait partie du fameux comité scientifique au départ, qu'il en est parti. Ça, ils ont oublié. Et donc, quand j'entends ça, je dis, ah bon, donc du coup, cette théorie ne vaut pas parce que le professeur a des cheveux longs et qu'il a un look un peu différent des autres. Bon. Alors du coup, je lui trouve une vidéo avec le professeur Perron, qui est un scientifique tout aussi éminent, à Garches, avec des cheveux courts. Je lui dis, est-ce que ça te convainc mieux cette fois ? Ah non, mais de toute façon, la théorie du complot, la France est divisée. Et donc, on a des gens qui restent comme ça sur leur position. Je pense que ces gens-là, nous, on va pas aller les chercher, c'est pas la peine. Parce que je pense qu'en France, il y a suffisamment de gens aujourd'hui qui sont comme nous, qui ont envie de savoir, non pas qu'ils sont en train de dire, voilà, c'est la théorie du complot, mais qui veulent savoir. Ils posent des questions intelligentes. On dit souvent, mais tu es qui pour avoir des idées là-dessus ? Tu n'es pas infectiologue, non, je suis pas infectiologue, mais je suis avocat et je pense que j'ai autant de neurones en fait que n'importe quelle personne en fait qui a eu un prix Nobel, n'importe quel épidémiologiste, que si on m'explique les choses avec des mots simples, je suis capable de comprendre. Ce n'est pas parce que je ne suis pas un sachant que je ne suis pas capable de comprendre. Et c'est d'autant plus important en fait que je trouve qu'on nous a infantilisés dans son vocabulaire lorsqu'il parle en fait aux Français. Le président Macron parle à des enfants.
mais en fait des enfants qu'ils n'estiment même pas capables de comprendre. Alors que par exemple, à la différence, Angela Merkel, elle parle à des adultes. Donc elle s'exprime différemment. Aujourd'hui, en fait, nous Français, on nous enlève la possibilité, on nous dit on n'est pas capable de comprendre, donc taisez-vous et faites ce qu'on vous dit. Moi, en tant qu'avocat, je suis là aussi pour parler pour ceux qui n'osent pas parler, parce que c'est aussi pour ça qu'on porte la robe. On peut tout dire. Lorsqu'on a la robe de l'avocat, on peut tout dire. Et on est là pour s'exprimer pour les gens qui n'ont pas les compétences pour dire ce qu'ils pensent, mais qui ont des idées. Ça n'empêche que tout le monde a des idées et qu'on doit pouvoir les exprimer. Et nous, on veut se faire le relais aujourd'hui. C'est très clair, c'est très clair. Mais surtout qu'en plus, les gens qui se permettent de dire et de porter des jugements sur le professeur Raoult, ils vont porter des jugements sur ses capacités à. Alors que c'est exactement, ils font ce qu'ils nous reprochent. Est-ce que vous êtes infectiologue? Non, justement, mais on écoute le meilleur d'entre eux. Et il nous explique des choses. Et non seulement il les explique, mais il les fait. Puisque aujourd'hui, moi, j'ai très bien suivi parce que j'ai installé une infrastructure télécom pour le département du 13 pour que les gens viennent faire ce que le professeur Wood dit dès le départ, test, isolé, traité. Et enfin, test, s'ils sont positifs, traité en étant isolé. T'es pas positif, tu vas travailler. Donc, nous, on l'a fait et on connaît que ces résultats sont exemplaires. Du reste, Bouches-du-Rhône, c'est là le département où il y a le moins de morts par million d'habitants en France. Mais donc, eux, ils disent, tu n'es pas infectiologue et tu te permets de... Ben non, on écoute le meilleur d'entre eux. Et en plus, lui, il a des résultats. Les autres, est-ce qu'ils ont des résultats? Parce qu'à la limite, on pourrait se dire, les autres, ils ont de meilleurs résultats, donc ils ont raison. Mais non, les autres, ils ont des résultats catastrophiques. Et donc, on voit bien à la télé comment ce professeur Raoult est discriminé, comment il est aidé par énormément de médecins qui ont eu même d'autres idées que lui, parce qu'au bout d'un moment, à partir du moment que l'hydroxychloroquine a été interdite, ils ont trouvé d'autres choses, des traitements à base de macrolide, de C3G, à base de deux antibiotiques différents, et ils ont aussi des résultats. Alors qu'on nous dit qu'il faut écouter l'OMS. Il faut écouter l'OMS, mais l'OMS, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit au départ qu'elle va tester l'opinavir et ritonavir, deux antiviraux. Ensuite, elle va tester Remdesivir. Elle dit qu'au bout de 3 semaines, il y aura des résultats. On n'a jamais eu ces résultats. Ensuite, elle ose affirmer que le Remdesivir est la solution. Et ensuite, on apprend, depuis quelque temps, que le Remdesivir est une catastrophe. Ensuite, on observe. On observe dans le monde entier que les pays qui n'ont pas de sous, qui sont pauvres, c'est ceux qui ont moins de morts. Alors qu'on aurait pu penser que les pays qui ont le moins de sous, moins d'infrastructures hospitalières, soient ceux qui ont plus de morts. Et c'est l'inverse qui se passe. Et on l'observe partout dans le monde. Si on observe par exemple le golfe Persique, tous ces pays-là qui ont énormément de moyens, c'est là où il y a le plus de morts. Les pays autour qui n'ont pas de pétrole ont très peu de morts. Les pays d'Afrique, on a dit que l'Afrique allait subir les pires des calamités. Toute l'Afrique entière a moins de morts que la France toute seule, et moins de cas que la France toute seule, et que les pays qui sont sous le joug de Big Pharma, eux, ont énormément de morts. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Et petit à petit, les Français s'aperçoivent que quelque chose cloche, même ceux qui étaient collés devant les journaux mainstream. Et aujourd'hui, on peut dire qu'effectivement, la France est séparée en deux. Ceux qui continuent à écouter ce que leur raconte Monsieur Salomon tous les soirs, et les autres qui se posent des questions en disant il y a quelque chose qui cloche. Alors il y a des esprits qui sont plus rapides que les autres, comme vous. Vous dites il y a un truc qui ne va pas là, et donc rapidement vous allez chercher. Il y a des esprits qui sont plus lents. Mais par contre, chaque jour de confinement qui passe, la masse devient de plus en plus importante dans les gens qui doutent sans être complotistes, parce qu'on n'a rien à comploter déjà. On ne complote pas. Nous, tout ce qu'on aimerait, c'est que vous, je pense, retrouvez votre tribunal, vos barreaux, votre robe pour pouvoir défendre vos clients. Moi, retrouver une vie normale, aller faire du shopping le samedi avec ma fille. Et donc, c'est pas du tout être complotiste de vouloir aller faire du shopping, je pense, le samedi avec sa fille. Et donc, vous êtes réunis. Comment vous vous êtes trouvés quand même parce que donc on va les montrer à l'écran. Vous êtes un groupe de
pour l'instant 4 avocats. Donc Christophe Legvakes, qui est docteur en droit, avocat au barreau de Paris. Et donc, vous avez créé une plateforme, hein, c'est MySmartCap. Voilà. Oui. Super, on la présentera. Qui a déjà fait d'autres actions, notamment le Levothyrox et Chlorethcon également. Donc, on s'est rencontrés. Alors, Christophe Legvakes, en fait, on travaillait sur un dossier avec son associé jusque récemment. Et puis, je dirais que ça s'est fait vraiment au moment du confinement. Hein. Au bout d'une semaine de confinement, j'ai commencé à tourner en rond. Et parce que tous les dossiers étaient arrêtés, on ne pouvait plus travailler, plus personne, les tribunaux fermés, enfin rien. Donc, on s'est retrouvés. J'ai dit, je savais que Christophe Legvakes avait créé une plateforme comme ça, et je me suis dit, il faut effectivement, c'est quelque chose d'envergure. Il y a beaucoup de gens qui ont envie. Je sais que jusqu'à maintenant, il y a énormément de personnes qui nous disent, bon alors, quand est-ce que ça arrive, quand est-ce qu'on lance, tout le monde est pressé, on est tous dans les starting blocks. Seulement, on est à un stade où il y a une vraie stratégie à mettre en œuvre, parce que moi, qui ai l'habitude en fait de me battre dans mes contentieux face à des adversaires en fait redoutables, parce que ce n'est pas l'adversaire lambda, c'est une énorme société avec beaucoup de poids. On met au point une vraie stratégie procédurale et protéiforme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que par exemple le Conseil d'État s'est prononcé sur différents recours qui demandait en fait la suspension, l'annulation du décret chloroquine. Et donc on voit que ça peut aller. Il y a des implications qui relèvent du droit administratif. Il y a des implications qui relèvent de différents domaines, du droit pénal. Donc tout ça en fait, ça doit être réfléchi et on doit mettre une stratégie de façon à ce qu'on puisse impliquer tout le monde. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui on a besoin de savoir qui est intéressé, qui veut participer. Parce que chacun, qu'on soit citoyen ou qu'on soit médecin, le médecin est citoyen, mais c'est vrai qu'on va dire patient, qu'on soit patient ou qu'on soit médecin, on ne va pas avoir le même moyen sur le plan juridique, on ne va pas pouvoir attaquer de la même manière. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on sache avec qui on part. Parce que c'est un travail d'équipe. Donc, on a besoin de savoir aujourd'hui avec qui on part et après, on pourra véritablement étalonner en fait la stratégie. Voilà. Donc, en fait, je comprends bien parce qu'on le voit sur le site là, on s'inscrit en tant que citoyen. Alors, il y a tout. Hein. On peut s'inscrire en tant que citoyen, on peut s'inscrire en tant que médecin, on peut s'inscrire en tant que victime de proches. Moi, par exemple, en tant que chef d'entreprise, parce que c'est les chefs d'entreprise qui sont lésés. Donc, moi, effectivement, je peux m'inscrire soit en tant que citoyen, soit en tant que chef d'entreprise. Je vais m'inscrire en tant que citoyen souhaitant s'informer et surtout dire que moi, en tant que citoyen, je souhaite que mon médecin me prescrive ce que lui semble pour me soigner et ne pas attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils ne sont toujours pas arrivés, les résultats d'éventuels tests. Parce que ça, je n'avais jamais vu de ma vie, moi, qu'un médecin, comment j'allais chez mon médecin, tu es malade, il te dit, tu as ça, je te propose de prendre ça ira mieux. Ah bon, qu'est-ce que ça va me faire? On discute. J'accepte pas. Mais j'ai jamais vu un médecin dire, alors, tu as ça, mais on va devoir faire des tests pour voir s'il n'y a pas des effets secondaires si tu les prends. Attends, c'est grave ce que j'ai? Ah oui, c'est grave, tu peux mourir. Donc, tu veux d'abord faire des tests. Ah ben oui, parce que savoir si tu vas avoir de la diarrhée, peut-être un risque cardiaque, ou bien que ton cœur est bien. Non, mais ça veut dire quoi? Alors que Raoult a tout expliqué dès le début, quoi. Son traitement, il le dit en plus, effectivement, hydroxychloroquine plus azithromycine, quand on a des problèmes cardiaques, et bien, il l'a dit encore récemment, les cardiologues de l'IUHU disent non, là, on préfère pas, mais il le fait pas. Et pas non plus. Et il n'y a pas eu de mort, de crise cardiaque dans son hôpital. Donc c'est vrai que cette histoire qui s'est emparée là, de folie furieuse, je sais même plus combien de tests ont été lancés, d'études ont été lancées, dont on n'a jamais les résultats, Et en plus, oui, d'ailleurs, ça interroge parce que
quand ça va pas, on en parle, et quand ça va, on n'en parle pas. Et donc, dans l'équipe, vous avez aussi Arnaud Durand, qui est avocat au barreau de Paris, major à l'université Panthéon-Assas, avocat en droit des brevets, et il intervient aussi en défense des victimes de dommages liés aux ondes électromagnétiques. Oui, le compteur Linky. D'accord. Eh ben ça, c'est intéressant. Il faudra qu'on en reparle. Quand cette guerre sera finie, on en reparlera parce que c'est très intéressant. Et puis, vous avez Jérôme Carcenti, avocat au bureau de Paris. Il exerce une activité d'avocat pénaliste, Oui. tant en défense que du côté des parties civiles. Voilà, c'est notre pénaliste. Et puis, vous ouvrez à d'autres avocats, ce qui est marqué. Vous êtes avocat et souhaitez défendre des citoyens dans le cadre de la crise. Nous sommes ouverts à l'élaboration d'une stratégie commune. Oui. Alors ça, c'est le principe en fait de la plateforme, c'est-à-dire que la plateforme, elle vise à permettre à différents avocats, même si on n'a pas forcément un projet commun, d'avoir accès à la plateforme pour pouvoir mettre en place son action collective. D'accord. Voilà. Et donc, le but, c'est quoi? On s'inscrit parce qu'on veut participer. On dit, vous en avez 1000 qui s'inscrivent. Bon, c'est pas un résultat extraordinaire, mais quand même, c'est pas mal. 1000 citoyens, 1000 médecins. Donc là, vous savez, l'action en justice avec 1000, combien elle va vous coûter. Donc, elle va vous coûter un montant. Vous dites aux 1000, voilà. Il faut donner 50 € par exemple par chacun, 50 fois 1000, ça fait 50 000 pour couvrir l'ensemble des frais de justice. Il y en a 1 million qui s'inscrivent. Hein. Vos frais de justice vont automatiquement augmenter parce que vous êtes obligé d'embaucher 2-3 personnes pour pouvoir traiter ce million de demandes. C'est important. On va dire que vos frais vont monter à 200 000 €. Je raconte n'importe quoi. Je ne suis pas un spécialiste des chiffres. Vont monter à 200 000 €. Vous en avez 1 million. Donc, vous demandez à chacun de verser 20 cents. Oui, voilà, c'est ça. L'idée, c'est vraiment de la mutualisation. Voilà. Mutualiser, c'est on divise, on a des coûts, on a des coûts fixes. Et en fonction de ça, en fait, le curseur du prix va baisser. Plus on sera nombreux, moins on paiera cher. Et voilà, c'est tout simplement cette idée de mutualisation. Parce qu'effectivement, on a beaucoup à ce jour, on a beaucoup de personnes, rien que par nos connaissances, en fait, simples, en dehors de tout ce qu'on a pu rencontrer à l'occasion du confinement, parce que c'est vrai que c'est aussi quelque chose de particulier. Je pense que c'est une période incroyable parce que je ne suis jamais restée autant enfermée chez moi et rencontré autant de monde. Et je pense que c'est l'intérêt de tout ça, c'est que plus on va être nombreux et plus on va pouvoir agir massivement. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est la masse fait la force. Hein. Ça, j'arrête pas de le répéter dans mes émissions. Donc, moi, j'ai fait, je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai fait une émission qui a été vue 1,2 million de fois. Donc, j'aimerais bien qu'il y ait 1 million de personnes qui souscrivent à cette action qui est exemplaire. Et franchement, 1 million de personnes, vous comprenez que même avec 20 cents, ça fait 200 000 €. Il y a de quoi lancer une belle procédure, payer ces 4 avocats, peut-être un 5e, ainsi que 2-3 stagiaires qui seront obligés d'embaucher et de mener à bien cette œuvre. Et donc l'action, c'est là, droit de soigner et d'être soigné. Agir pour la liberté de prescription de tous les médecins. Ne laissons pas les malades sans traitement. Et donc le contexte, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, ainsi que d'autres bithérapies prometteuses contre le Covid-19, comme les antibiotiques macrolides et les C3G, subissent un blocage en dépit de l'absence de tout traitement qui ferait l'objet d'un consensus scientifique. Les malades et leurs familles sont laissés sans soins et sans espoir. En attendant, les patients souffrent, des hommes et des femmes meurent. La prescription de ces traitements au bon moment est empêchée puisqu'ils sont prohibés avant hospitalisation, empêchant ainsi les médecins de ville de prévenir l'aggravation de la maladie. Pourquoi empêcher les malades de bénéficier d'un tel traitement sous contrôle médical? Pourquoi les médecins de ville ne peuvent-ils pas prescrire de traitements spécifiquement pour cette maladie du Covid? L'action visera à permettre aux médecins de retrouver leur liberté de prescription et aux patients de retrouver leur droit d'accès aux soins. Et là, vous précisez bien que se préinscrire est gratuit et vous restez libre, hein, parce qu'effectivement, c'est juste pour savoir, on compte ses troupes, on compte ses troupes avant de partir à la bataille. Et qui veut participer? Les citoyens lambda, les victimes et proches de victimes, les professionnels de santé, les associations, les fondations et les ONG. Je trouve que
tout est dit dans cette action que vous menez. Oui, parce que comme vous dites, je vais reprendre l'analogie en fait avec la bataille. C'est vrai qu'il faut compter ses troupes. Il va y avoir des troupes qui vont attaquer d'un côté et des troupes qui vont attaquer d'un autre côté. C'est aussi pour ça qu'il est important de se retrouver parce que on a déjà des personnes en fait qui de chaque côté veulent attaquer, mais vous comprenez quand une seule personne en fait va jouer le fer de lance, elle va faire l'objet de critiques terribles. Et si on est nombreux, bah, on fait corps, c'est un tout, et on n'arrive plus à dégager une personne. Parce que c'est ça aussi, je trouve, qu'en ce moment bloque beaucoup de personnes, c'est que il faut aller se battre, il faut donner son nom, on a peur. Alors que si on est noyé en fait dans une masse, du coup c'est la masse. Et là, on est beaucoup plus fort. Ah ben c'est Donc, ça. ça, c'est, je crois, des règles élémentaires, à mon avis, de ceux qui ont fait l'école de guerre, doivent pouvoir en dire beaucoup plus que moi là-dessus. Mais c'est vrai que du point de vue juridique, on se heurte beaucoup à la peur des gens d'aller attaquer les grosses institutions, les grandes entreprises. Et voilà, il n'y a que la masse, l'action collective qui permet de pouvoir faire le poids. C'est logique. Hein. Michel Dupont veut attaquer l'État parce que pour toutes les raisons qu'on vient d'invoquer là, il va lui falloir beaucoup de temps, d'argent, et à la fin, ça reste Michel Dupont, quoi. Par contre, le tribunal reçoit une plainte avec 1 million de personnes derrière. Ben, croyez-moi que la plainte ne va pas être traitée du tout, de la même façon. Et puis alors, j'adore votre phrase « les raisons de l'union ». Face à la peur, nous opposons la raison. Face à la précipitation, nous revendiquons la pondération. Des hommes et des femmes en font preuve d'un courage exemplaire. Nous redécouvrons des personnes qui étaient devenues invisibles alors qu'elles sont indispensables, voire vitales. Dans le même temps, certains tentent de tirer profit du chaos qu'ils ont souvent contribué à causer. La solution ne peut venir d'un seul homme ou d'un seul remède. Il faut s'unir pour faire le poids. Face à un instant charnière de l'histoire, le droit permet de structurer un monde à réinventer. La justice révélera la vérité et sanctionnera les fautifs. Pour renforcer la légitimité des demandes en justice qui vont être faites, nous mettons à disposition de la communauté notre savoir-faire dans l'organisation d'actions collectives. N'oublions rien, ne laissons rien passer. Grâce à un travail commun et ouvert à tous ceux qui le souhaitent, ensemble, nous pouvons écrire une nouvelle page de l'histoire face aux géants qui les oppriment. Les citoyens peuvent l'emporter grâce à leur union en collectif d'action en justice. Franchement, j'aurais jamais dit aussi bien. Moi, je faisais toujours des exemples avec la pyramide, que la masse, la pyramide est plus forte. Là, vous l'avez résumé de façon fantastique. Si vous voulez, ce qui est important, c'est que ces institutions d'action, enfin, ce concept d'action collective, il n'est pas nouveau. Et finalement, ces dernières années, il n'était pas très utilisé en France, même s'il existait. Et pourquoi ? Parce que c'était compliqué, parce que effectivement les textes, voilà, n'importe qui peut pas faire une action collective, il faut faire ceci, cela, voilà. Et là, si vous voulez, avec les plateformes, ça facilite quand même incroyablement les choses. Et c'est vrai que là, on a des sujets, parce qu'il y a souvent des sujets qui concernent qu'une partie de la population, mais là, on est tous concernés, y compris nous, avocats qui faisons l'action. Nous-mêmes, on est concernés. C'est ça qui change tout. Justement, vous avez des témoignages dans votre profession. Je pense qu'il y a quand même des jeunes avocats qui sont un petit peu en souffrance. Là. Ah, il y en a pas mal qui sont en souffrance, oui. Il y a beaucoup, il y a eu un sondage qui a été fait. Il y aurait alors on est 70 000 avocats en France. Il y aurait 27 000 avocats qui pourraient quitter la profession prochainement parce qu'effectivement, la plupart des jeunes avocats en fait fonctionnent en flux tendu. Ils n'ont pas de trésorerie. Donc, imaginez la fermeture de toutes les activités, plus personne ne travaille, plus de revenus, plus rien. Donc, oui, la profession va en prendre un coup, c'est certain. Et en fait, ce qui est bien aussi dans votre plateforme, la mysmartcap.fr, c'est que vous pouvez aussi ouvrir d'autres actions. Oui. Moi, je pense à d'autres professions qui sont un petit peu lésinées là, parce que quand je vois, ça me fait mal au cœur, des dentistes obligés de poser nus pour essayer de montrer qu'ils sont en train de mourir, ça, quelque part, ça me choque, quoi.
C'est pas la nudité du tout qui me choque, ça me choque pas du tout. Mais je veux dire, c'est quand même grave quoi, que pour se faire entendre dans un pays comme ça, on en est obligé d'en arriver là, quoi, sur des professions aussi essentielles, quoi. La France a fait le choix du confinement comme d'autres pays, notamment l'Italie et l'Espagne. Mais maintenant, est-ce qu'en France, on peut aussi se poser la question, était-ce le bon choix? Parce qu'on voit qu'il y a des pays qui n'ont pas confiné et qui ont beaucoup moins de morts que la France, l'Italie et l'Espagne, qui sont en tête de liste. Donc à un moment, il faudra aussi se poser la question si c'était le bon choix ou pas. Il y a des pays qui sont restés complètement ouverts, il y a des pays comme l'Allemagne qui n'ont pas demandé de justification de sortie, qui ont dit vous sortez pas plus de 5. Il y a des pays qui ont fait moyen, il y a des pays qui n'ont absolument pas confiné, quoi, absolument pas. Et donc on s'aperçoit de quoi finalement? Que ça dépendait de la capacité hospitalière de recevoir des lits en réanimation. Et plus cette capacité était faible, plus le pays est obligé de confiner. On s'aperçoit que ça dépendait aussi de la capacité de soigner les gens, parce que la capacité en réanimation du Sénégal est nettement moins forte que la France. Mais eux ne se sont pas posé de questions. Ils ont traité et les gens n'ont pas été malades. Alors qu'en France, on disait, reste chez toi et prends du paracétamol. Donc tout ça, c'est quelque chose qui mérite d'être revu. Et il y a aussi une question fondamentale. Pourquoi un médicament comme l'hydroxychloroquine, qui était en vente libre avant le 12 janvier, est devenu sujet à tous les maux, quoi. On risque la crise cardiaque, on risque ci, on risque ça. Donc ça veut dire que si c'est vrai, l'agence du médicament n'a pas fait son métier 50 ans, pendant 50 ans et a laissé en vente libre un médicament qui avait des effets négatifs horribles. Là aussi, il faut se poser des questions. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en ce moment, l'Agence nationale justement du médicament publie les listes d'effets secondaires et on a de très jolis camemberts avec en gros hydroxychloroquine énorme en vous disant oh là là, hydroxychloroquine, effectivement, les effets secondaires. Et je pose la question parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est ça, je pose les questions. Pourquoi auparavant, on n'en parlait pas plus? Pourquoi aujourd'hui, on en parle autant? Je pose des questions. Je ne suis pas infectiologue, je suis un citoyen j'ai une intelligence, d'une compréhension comme tout le monde. Je suis capable de comprendre n'importe quelle information si elle m'est bien expliquée. Bien sûr. C'est sûr que si elle m'est mal expliquée ou dans un jargon, je ne pourrais pas la comprendre. Moi, quand par exemple, je parle d'une action à un confrère, je vais parler en termes techniques dans mon jargon et on va parler à bâton rompu en mentionnant les numéros des articles. Les personnes ne peuvent rien comprendre à notre conversation. Mais si j'expose en fait l'action que je veux faire à mes clients, je vais en parler différemment. Donc c'est ça aujourd'hui qu'on aimerait tous que le gouvernement, que les infectiologues, qu'on nous parle comme ça, qu'on nous dise pas simplement non mais vous ne comprenez rien, vous n'êtes pas infectiologue. Vous savez, je prendrais également un exemple. C'est marrant quand une personne en fait est atteinte d'une maladie grave ou auto-immune ou d'un cancer ou de je sais pas quoi. Des fois, on lui propose en fait un traitement qui sort un peu de l'ordinaire et pour lequel en fait on va lui demander de signer une décharge. Et avant de signer cette décharge, on lui dit voilà, vous avez tel effet secondaire, je vous décris l'opération, elle va être comme ci. Alors on va lui décrire en fait un traitement qui est super compliqué. La personne n'aura pas de formation médicale pour comprendre, mais on va essayer de lui faire comprendre en quoi ça consiste avec des mots simples. Parce qu'à la fin, on va lui faire signer une décharge disant vous avez bien compris ce à quoi vous allez être soumis et donc vous nous déchargez si jamais il y a un accident. Et il faut que les médecins se soient bien assurés que le patient ait compris parce que si jamais il arrive un accident et qu'on démontre qu'en fait, on n'a pas du tout informé le patient correctement, la décharge, elle saute et le médecin est responsable. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, nous dire vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe avec le traitement, laissez tomber, prenez du paracétamol, je me dis, on n'est pas quand même sur un traitement original, extraordinaire qui consiste à vaincre le cancer.
on est sur un coronavirus qui est, voilà, une grippe, une pneumonie, enfin, on est sur des sujets en fait qu'on peut quand même comprendre si on nous l'explique avec des mots simples et si on veut bien nous l'expliquer. Et on aura peut-être la surprise d'apprendre que d'avoir donné le conseil du paracétamol était peut-être un très mauvais conseil. J'ai commencé à le démontrer dans mes émissions, mais ça, c'est un autre sujet. Et au final, on voit les résultats. Et les résultats des traitements un peu partout dans le monde, l'azithromycine est le médicament numéro 1, utilisé par la majorité des médecins. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la base Sermo. La base Sermo, c'est quand même 800 000 médecins, 800 000 médecins dans le monde. Et sur cette base Sermo, ben, c'est 58% l'azithromycine. Donc, je vous laisse faire 58% de 800 000. Et derrière, c'est l'hydroxychloroquine. Voilà quoi. Donc, tout d'un coup, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine sont utilisés partout dans le monde et soignent, sauf en France. Voilà. Oui, Sylvano, mais les faits sont là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus, vous citez ces chiffres, des bases de données en fait qui sont objectives, qui sont gérées par des tiers. Il n'y a pas d'enjeu. Et les faits sont là, les faits sont têtus, on a les chiffres. On a les chiffres. Et l'hydroxychloroquine est restée en vente libre dans de nombreux pays, en plus. Donc moi, j'espère, vous tous, mes abonnés, que vous vous préinscriviez. C'est vraiment très, très important. Ça ne vous engage à rien. Peut-être à dépenser 20 cents, peut-être à dépenser 1 euro, peut-être à dépenser 10 euros, en fonction du nombre. Plus vous êtes nombreux à vous inscrire, vous savez, moins ça coûte cher. Et plus on aura l'occasion aussi d'avoir des médecins qui viennent témoigner, des pharmaciens qui viennent témoigner, parce qu'eux aussi ont des choses à dire, beaucoup de choses à dire, des infirmiers, des médecins urgentistes, des ambulanciers, et surtout des médecins en EHPAD. Et donc j'espère que vous allez tous vous inscrire, que vous allez partager ce site à droite, en gauche, vous en parlez, parlez-en, parce que qu'on puisse penser que la situation est normale ou pas, le droit de soigner et d'être soigné par son médecin, je pense que c'est un droit que revendique chaque Français. Donc, Séverine, merci beaucoup. Dès qu'on a des nouvelles, on se revoit. On pourra même faire une visio avec les autres avocats avec grand, grand plaisir. Ma chaîne vous est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous repassez quand vous voulez, vous sifflez, on fait une émission, vous nous tenez au courant et on compte sur vous. On est avec vous, on est tous unis. Voilà, tous les mains dans le cambouis. Et ben voilà, merci pour cette belle initiative. Franchement, merci. J'espère qu'elle sera un grand succès et je vous souhaite, moi, un très grand succès. Je nous souhaite à tous de réussir à obtenir le droit d'être soigné et de pouvoir prescrire. Voilà, c'est comme si aujourd'hui on nous disait à nous avocats ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on a le droit de ne pas dire. C'est exactement ça. Ça. Merci. Bye bye les abonnés. Merci Séverine.